21h44 à Paris, 20h44 à Abidjan. Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, l'attente pour les partisans de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté ce mercredi la demande de maintien en détention de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Dans la foulée, les procureurs de la CPI se sont de nouveau réunis dans le but de faire appel de cette décision. Nous ferons le point avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa. Et puis Guy Laberty, ami de très longue date de Laurent Gbagbo, est avec nous sur ce plateau. Le bilan s'est alourdi au Kenya après l'attaque terroriste de mardi contre un complexe hôtelier à Nairobi. Les autorités parlent d'au moins 21 morts. Les familles des victimes ont entamé leur deuil et ont commencé à enterrer leurs morts. On parlera également de l'enquête de plusieurs médias internationaux, dont RFI, sur les élections en République démocratique du Congo. Ils se sont procuré plusieurs documents de la CENI, la commission électorale, et de la CENCO, la conférence épiscopale. Ces documents attestent de la victoire de Martin Fayulu. Le camp de Joseph Kabila rejette cette enquête. Les réactions à suivre dans un instant. La situation n'est toujours pas très claire à La Haye ce mercredi. Dans la matinée, les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté la demande de maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, acquittés la veille. Mais les procureurs de la CPI se sont réunis dans la foulée pour faire appel de cette décision. Nous retrouvons tout de suite notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa. Stéphanie, avez-vous pu obtenir quelques informations ? Oui, effectivement, j'ai pu obtenir des informations. Alors, le procureur a fait appel aux alentours de 20 heures. Il a déposé son acte d'appel auprès des juges de la chambre d'appel autour de 20 heures ce soir. Et ce qu'on peut dire, c'est que techniquement, eh bien, les deux acquittés sont libres, mais ils n'ont toujours pas quitté la cour pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont décidé de jouer le jeu en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils savent que le procureur veut faire appel de cette décision, qu'ils acceptent de répondre à cette demande d'appel du procureur et qu'ils acceptent d'attendre la décision finale sur leur mise en libération provisoire. Et la seconde raison, c'est pour des raisons de sécurité et de logistique aussi, puisque bien, il faut maintenant qu'ils se déplacent et ils n'ont pas forcément des papiers pour pouvoir se déplacer librement. Et puis une question de sécurité aussi, parce que évidemment les procédures sont toujours en cours et donc ils ne peuvent pas aller se promener comme ça dans les rues de La Haye sans avoir une sécurité. Donc ils ont passé, après l'audience de cet après-midi, quand les juges ont annoncé qu'ils étaient mis en libération sans condition, ils ont passé l'après-midi ici à la CPI et puis ils ont peut-être, alors là on n'est pas sûr, est-ce qu'ils sont partis il y a quelques minutes ou est-ce qu'ils sont encore ici? En tout cas, ils devraient être transportés vers un autre lieu où ils pourront passer la nuit. Les avocats de la défense doivent rendre leur réponse, doivent donner leur réponse à l'appel du procureur demain à midi, dernier délai. Et puis ensuite, il faudra attendre que la chambre d'appel décide et qu'elle dise donc si les deux acquittés peuvent être libérés ou si ils suspendent cette décision de libération qui a été prise cet après-midi. Merci beaucoup Stéphanie Mopa pour toutes ces informations et merci à Michel Mignon qui est à vos côtés. Nous sommes avec Guy Laberty, ancien délégué Afrique au PS et ami de longue date de Laurent Gbagbo. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, commenter cette actualité. Oui. Alors, vous êtes un ami de très longue date. Vous le connaissez Oui, disons que nos parcours militants se sont croisés en juin 1982. Il était alors en demande de statut de réfugié politique en France. Il a mis d'ailleurs plusieurs années pour l'obtenir. À l'époque, François Mitterrand était président et c'était Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, les liens existaient. Et être réfugié politique signifiait que le régime n'était pas démocratique. Et évidemment, c'était un peu compliqué. Il a eu ce statut et il est rentré au pays en 88. Voilà. Donc vous le connaissez depuis 82, depuis près de 40 ans, voilà. Et vous lui avez rendu visite plus de 30 fois en prison à La Haye. Je n'ai pas compté les fois, mais enfin, je suis allé très souvent. Et je vous le disais tout à l'heure, quand je l'ai vu le 19 septembre, il m'a dit « Guy, je crois que c'est l'ADER que tu viens me voir à La Haye. » Vous voyez, c'est un homme d'intuition. Il l'avait senti. Et quel était son état d'esprit, justement? Est-ce que vous avez vu cet état d'esprit évoluer au fur et à mesure de cette détention? Oui, certainement, parce que
au début, il y a eu une période, je dirais, extrêmement opaque, qui correspondait au fait que le procès n'avait pas commencé. Et je me souviens que lors d'une de mes visites, il m'a dit « mais je ne sais pas comment va finir cette affaire ». Puis, dès que le procès a commencé, que les témoins à charge se sont parfois révélés être des témoins à décharge, il y a eu un déclic, non pas chez lui, parce qu'il en était convaincu dès le départ, même quand il disait « nous irons jusqu'au bout », lorsqu'il a été transféré à la cour le 30 novembre et qui comparaissait le 5 décembre 2011. Mais par contre, j'ai vu aussi chez des politiques de haut rang que je connais en Afrique un changement d'attitude. C'est-à-dire qu'ils se rendaient vraiment compte que le dossier était vide et petit à petit, cette impression s'est confortée. Et je crois qu'après la suspension du procès, après les témoins à charge, c'était, je crois, à la mi-janvier 2018, j'ai senti un grand soulagement. Parce qu'en fait, il n'y avait même plus besoin de présenter des témoins de la défense. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu comment les juges, essentiellement le président de la Cour, a déclaré que l'affaire était réglée, quoi. Lui-même, d'ailleurs, s'était prononcé à plusieurs reprises, au moins à 2 reprises, pour la libération des prévenus, Charles Bégoudet et Laurent Gbagbo. Hein, je ne veux pas oublier Charles aussi. Alors, vous disiez que la dernière fois que vous l'avez vu, c'était en septembre, il me semble, oui. et que vous l'avez trouvé beaucoup plus optimiste, beaucoup plus en forme. Est-ce qu'à ce moment-là, il a évoqué avec vous un éventuel retour en politique ? Il a, en tout cas, dans nos échanges, c'est pas un secret, puisque de toute façon, maintenant, on le sait, il a évoqué le FPI. Et bon, il m'a dit, je pense que si je m'inscris dans la direction du FPI, ce qui est le cas, beaucoup des problèmes qui existent, je dirais des défections, se résoudront. Alors justement, ça tombe très bien que vous en parliez. On va écouter cette annonce, après cette annonce d'acquittement de Libération. Ça a bouleversé le paysage politique ivoirien. Le parti de Laurent Gbagbo, le FPI, déchiré depuis 5 ans entre 2 branches, l'une présidée par l'ex-président ivoirien et l'autre par Pascal Affi N'Guessan. Ce dernier a déjà tranché. Il va se ranger derrière Laurent Gbagbo en vue d'une éventuelle reconquête du pouvoir en 2020. Écoutez-le au micro de notre correspondante à Innsbruck. Le président Gbagbo est le dénominateur commun à toutes ces tendances. Et donc, nécessairement, avec son retour, c'est l'unité qui est automatiquement retrouvée. Et il ne peut pas en être autrement. Et c'est avec un FPI uni et que le président Gbagbo va s'impliquer dans le processus de réconciliation nationale parce qu'il est un acteur majeur. Le pays a souffert de son absence, de ses poursuites judiciaires. Il est temps que tous les fils de ce pays se retrouvent autour de la même table de discussion pour penser les blessures du passé, pour faire l'unité du peuple de Côte d'Ivoire. Alors, une toute dernière question rapidement. On ne peut pas évoquer cette libération, cet acquittement, si on ne parle pas des victimes. 3000 victimes des 2 côtés. Laurent Gbagbo a été acquitté. Pas de procès côté Ouattara. Finalement, les grands perdants, ce sont les victimes. C'est-à-dire qu'il y a eu des victimes, comme vous le précisez, dans les 2 camps. Et ce qui est dramatique, c'est qu'au fond, moi j'ai assisté à certaines audiences de la CPI et l'avocate italienne qui parlait au nom des victimes employait sans arrêt le terme de Dioula, ce qui était quand même assez saisissant. Enfin, c'est le terme qu'elle employait, alors que des gens de toutes origines, que ce soit de tout côté politique et de toutes origines. On a vu les massacres de Douékoué. Mais eux, alors, en l'occurrence, personne ne les a défendus, sinon des avocats, souvent bénévoles. Et donc, véritablement, ce n'est pas très juste aujourd'hui de poser le problème de certaines victimes. Je crois que cette décision, et je finirai par ce mot, elle jette les vraies bases d'une réconciliation. Et je crois qu'aujourd'hui, mettre l'accent sur la question des victimes, c'est en quelque sorte risquer de faire déraper la réconciliation. Je n'avais pas entendu la déclaration de M. Affi N'Guessan. Elle confirme tout à fait ce que je pensais, ce que me disait d'ailleurs
Laurent Gbagbo lors d'un de nos derniers entretiens. Et je me réjouis. Et je pense que ce qui se passe avec ce FPI, avec les forces de gauche, va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, quelles que soient les philosophies politiques des gens. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. On en vient à cette attaque survenue ce mardi au Kenya. Les terroristes ont ciblé un complexe hôtelier et des bureaux. L'attentat a été revendiqué par les islamistes somaliens Shebab. Le bilan est d'au moins 21 morts. Les familles des victimes ont commencé à enterrer leurs morts. Fatma Kizilboa. Le Kenya enterre ses morts au lendemain d'une attaque qui a ébranlé tout le pays. Il est peu après 15 h mardi lorsque l'un des assaillants déclenche sa charge explosive à l'entrée du complexe hôtelier de Doucit. Un commando de 4 hommes s'est ensuite mis à tirer sur la foule à l'aide de fusils d'assaut. Les autorités ont confirmé ce mercredi la mort de tous les assaillants. Le complexe est désormais passé au crible afin de vérifier les lieux d'une attaque qui a duré plus de 20 heures. L'opération de sécurité à Doucit s'est achevée et tous les terroristes ont été éliminés. Plus de 700 civils ont été évacués du complexe depuis le début de l'attaque jusqu'aux petites heures du matin. Ce mercredi, les familles des victimes étaient réunies devant la morgue de Nairobi afin d'identifier leurs proches. Les blessés sont quant à eux soignés dans différents hôpitaux de la ville. Il s'agit pour la majorité de blessures par balle, à l'abdomen ou à la poitrine. Les patients vont rester ici jusqu'à ce qu'ils se remettent complètement. L'attaque a été revendiquée par les islamistes d'Al-Shabaab. Affiliés à Al-Qaïda, les Shebab ont multiplié ces dernières années les attaques au Kenya. En 2013, le groupe frappe le centre commercial de Westgate et tue 67 personnes. 2 ans plus tard, c'est l'université de Garissa qui est cette fois visée, faisant 148 victimes. On reparle à présent des élections en République démocratique du Congo. Une enquête de plusieurs médias internationaux, dont RFI, a rendu public les résultats de milliers de documents attribués à la commission électorale et à la conférence épiscopale, la CENCO. Ces documents qui ont fuité disent que Martin Fayulu aurait remporté l'élection présidentielle du 30 décembre, contrairement aux résultats provisoires de la CENI qui donne Félix Tshisekedi vainqueur. Une enquête rejetée par l'UDPS et par le camp de Joseph Kabila. La correspondance à Kinshasa de Thomas Nicolo. La commission électorale congolaise a-t-elle falsifié les résultats de l'élection présidentielle? C'est ce que prétendent plusieurs médias, RFI, TV5 Monde et le Financial Times, qui disent avoir eu accès à des données électorales provenant de la commission électorale, mais également de l'Église catholique. Et ces données permettraient d'assurer que l'opposant Martin Fayulu est le véritable vainqueur de cette élection présidentielle. Les autorités congolaises dénoncent l'attitude de ces médias qu'elles jugent intrusive. Il faut laisser la Cour constitutionnelle prononcer le verdict et ne pas venir s'immiscer comme ça entre les plaidoiries, les réquisitoires du ministère public et le prononcé du verdict au moment où les juges sont occupés à délibérer. C'est une atteinte grave au droit judiciaire. On ne peut pas accepter cela dans aucun pays civilisé. On n'accepte pas cela. Cette tentative d'influencer les juges est tellement grossière. Il faut que RFI, TV5 et M. Jason Stirn et son groupe d'études sur le Congo arrêtent de prendre le Congo pour une république bananière où on peut tout se permettre. Selon la commission électorale, c'est l'opposant Félix Tshisekedi qui a remporté cette élection présidentielle. Des résultats qui devront être validés ou pas par la Cour constitutionnelle pour finaliser le processus électoral. Mais avant cela, la Cour constitutionnelle devra étudier le recours de l'opposant Martin Fayulu qui s'estime véritable vainqueur de l'élection présidentielle. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.